nouveau slogan, notre nouveau logo, oser la Sécu, comprendre la Sécu, piloter la Sécu. Vu la thématique choisie aujourd'hui, qui va tourner autour de l'autonomie, de l'auto-organisation des équipes, c'est probablement oser la Sécu qui est le slogan le plus adapté à ce webinaire. On a 1 heure devant nous. Je vous remercie aussi de prendre du temps pour suivre ce webinaire et on a 1 heure pour aborder avec notre intervenant, Monsieur Delavallée, ce vaste sujet qui occupe les organisations depuis un temps maintenant conséquent déjà, mais qui reprend Monsieur Delavallée, vous l'expliquera ou le dira mieux que moi, je retrouve une certaine vigueur. Voilà, on sait que tout ce qui se passe au niveau notamment du management, bah, il y a des cycles, voilà, mais on est un peu dans un cycle où ces questions de délégation, d'autonomie, d'auto-organisation, on retrouve de la force. Et dans le même temps, on peut voir, là, si on va se projeter sur des grandes entreprises, un mouvement aussi inverse de retour d'une certaine verticalité qu'on peut voir dans des grands groupes voilà, de la tech, notamment aux États-Unis. Donc, M. Davalis probablement reviendra là-dessus. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quelques petites règles, mais bon, vous les connaissez bien, mais voilà, on a coupé vos caméras, vos micros. Par contre, évidemment, l'objectif, c'est d'interagir. C'est le chat qui est disponible pour poser toutes vos questions. Il y aura un replay, donc si vous n'aviez pas pu le suivre ou des collaborateurs ou des collègues sont intéressés, vous pourrez regarder de nouveau ce webinaire ensuite. Et puis, on vous enverra un questionnaire d'évaluation à l'issue de cette heure-là. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Delavallée. Écoutez, merci de cette introduction. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Merci de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous en ce début d'après-midi. Alors peut-être 2 petits mots de présentation, juste pour vous dire d'où je vais vous parler. Moi, dans ma carrière, j'ai fait 3 choses différentes et complémentaires. Je suis consultant et formateur. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai passé 2 fois 5 ans dans 2 cabinets intermédiaires et puis j'ai monté ma propre structure il y a une quinzaine d'années. Avant ça, j'avais commencé ma carrière dans le monde académique. Je suis sociologue de formation, sociologue des organisations. Mon port d'attache, c'est l'IAE de Paris. C'est là où j'ai fait ma thèse de doctorat et c'est là où j'enseigne depuis près de 30 ans. Alors, j'ai plus aujourd'hui de statut universitaire, mais je continue à enseigner avec toujours autant de plaisir. Et au milieu de ces 2 expériences, j'en ai une troisième opérationnelle. Pendant 5 ans, j'ai dirigé un groupe de presse, euh, petit groupe de presse, hein, 150 personnes, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui s'appelle Le Particulier, qui est un petit journal de vulgarisation juridique. Et si je vous parle de ça, cette expérience, c'était entre 2005 et 2010. Si je vous parle de ça, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à expérimenter et mettre en place les équipes auto-organisées dont je vais vous parler aujourd'hui et que j'ai développé après. Ça fait une quinzaine d'années euh, en tant que consultant et formateur. Je connais un petit peu l'institution, notamment la branche du recouvrement, hein. Fut un temps, un petit peu moins aujourd'hui, mais fut un temps où j'ai beaucoup travaillé dans le recouvrement, à l'URSSAF de Brest, à l'URSSAF de Marseille, à l'URSSAF de Bretagne. euh, voilà. Pas exclusivement dans le recouvrement, mais plus dans le recouvrement que dans les autres branches. Donc, on va parler d'autonomie. On va pas parler d'autonomie des personnes, mais d'autonomie des équipes. Et en fait, hein, on peut distinguer 3 grandes catégories d'équipes en fonction
de l'autonomie dont bénéficient les coéquipiers, le degré d'autonomie dont bénéficient les coéquipiers. Dans une équipe hiérarchique, les membres d'une équipe, ils ont au mieux de l'autonomie sur la manière d'exécuter leurs activités. C'est le manager qui, sans quoi, va organiser ses activités, qui va regarder comment il utilise les ressources de l'équipe, qu'elles soient financières, matérielles ou humaines, et c'est lui qui va négocier les objectifs et l'allocation des ressources avec sa propre hiérarchie. Si on va à l'autre extrême du spectre, on peut parler d'équipe autogérée. Et une équipe autogérée, c'est une équipe au sein de laquelle l'ensemble des membres décident en toute autonomie à la fois de la manière de faire le travail, de la manière de l'organiser et de définir ou de négocier à tout le moins les objectifs de l'équipe et les ressources dont elle pourra bénéficier. L'équipe auto-organisée, elle est entre les deux. L'autonomie des membres de l'équipe s'arrête aux bornes de l'organisation. C'est-à-dire qu'une équipe auto-organisée, c'est une équipe au sein de laquelle les membres de l'équipe, en plus de pouvoir avoir de l'autonomie sur la manière de faire le travail, vont pouvoir, euh, vont pouvoir déterminer par eux-mêmes la manière de s'organiser et la manière d'utiliser les ressources qui auront été mises à leur disposition. C'est-à-dire que dans une équipe auto-organisée, le manager va se dessaisir d'une partie de son autorité, pas de toute son autorité. C'est lui qui va continuer à fixer les objectifs, c'est lui qui va continuer à allouer les ressources et notamment à les négocier avec sa propre hiérarchie. Par contre, par rapport à une équipe hiérarchique, eh bien, il va se dessaisir de toute l'autorité pour se mettre à parité avec ses collaborateurs sur la manière dont les activités sont organisées et la manière dont les ressources sont utilisées au sein de l'équipe. En fait, l'auto-organisation, c'est une forme d'organisation qui est extrêmement courante dans le monde animal. Un banc de poissons s'auto-organise, les oiseaux, les fourmis, voilà. Et c'est quoi l'auto-organisation? En fait, c'est des formes d'organisation qui vont émerger spontanément des interactions entre les membres d'une équipe. Alors, on peut se poser la question, pourquoi finalement l'auto-organisation, qui, entre parenthèses, n'est pas si nouvelle que ça, hein, puisque les premières expériences ont été menées dans les années 50 en Angleterre, dans des mines de houillère, pour organiser le travail. Mais on peut se poser la question, pourquoi finalement l'auto-organisation, c'est intéressant et en particulier dans le contexte actuel. Ce qu'on peut voir, et d'une certaine manière, d'ailleurs, quel que soit le secteur d'activité, hein, moi, une de mes caractéristiques, c'est que je travaille à la fois dans le monde public, dans le monde privé et dans le monde associatif. Je me rends compte que toutes choses égales par ailleurs, dans l'ensemble de ces secteurs d'activité, il y a de plus en plus de changements, les changements sont de plus en plus rapides, il y a un niveau d'incertitude plus important, et puis le rapport au travail et le rapport à l'autorité ont considérablement évolué par rapport à il y a quelques décennies. Et dans ce contexte-là, eh bien, il faut obtenir de son équipe de l'agilité, hein, qui est une notion très à la mode depuis 2 décennies. Hein. On parle beaucoup d'équipes agiles. Bien, en fait, les équipes agiles sont des équipes auto-organisées. On va chercher de l'engagement en sachant que les niveaux d'engagement ont aussi, là, toutes choses égales par ailleurs, plutôt diminué
ces dernières décennies. On va chercher de l'intelligence collective partant du principe que une seule et même personne, en l'occurrence le manager, ne peut plus tout savoir, tout connaître et décider de tout, et que il sera plus intelligent avec les membres de son équipe que tout seul. Et on va chercher aussi de la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir et à s'organiser quand on est face à une situation dégradée. Or, il se fait que l'auto-organisation, dans ce contexte-là, est sans doute une des réponses les plus pertinentes pour obtenir tout à la fois de l'agilité, de l'engagement, de l'intelligence collective et de la résilience. Maintenant, l'auto-organisation, elle ne va pas être intéressante pour tous les types d'équipes. Oui. Un manager peut, puisque il va devoir, s'il veut s'auto-organiser, se dessaisir volontairement d'une partie de son autorité, c'est-à-dire quand je dis autorité, je dis de sa capacité à décider, hein, sur tout ce qui concerne l'organisation. Il va accepter de partager ça avec ses collaborateurs. Bien, il faut qu'il ait des bonnes raisons de le faire. Et les bonnes raisons, bah, c'est ce qui figurait sur ce slide-là, hein. Mais il faut aussi qu'il puisse se dire, mais finalement, est-ce que l'auto-organisation va véritablement être intéressante pour mon équipe? Bah, en fait, il y a là 7 critères qui permettent de dire à un manager si l'auto-organisation va être intéressant pour lui. Plus ses collaborateurs vont avoir besoin d'interagir les uns avec les autres, hein, dit autrement, plus ils vont devoir jouer collectif, plus l'auto-organisation sera intéressante. Vous voyez, si vous êtes dans une équipe, je ne sais pas, de commerciaux qui vendent des produits différents à des clients différents sur des territoires différents, et qu'ils ont relativement peu besoin d'interagir entre eux, bah, ça sera moins intéressant que si vous êtes au sein d'une équipe de développeurs informatiques avec des personnes qui interagissent toute la journée pour développer une application commune. Le deuxième critère, c'est est-ce que la performance de l'équipe est différente d'une somme de performances individuelles? Hein, là, si je reprends mon exemple des commerciaux, bah, la performance de l'équipe commerciale, c'est un chiffre d'affaires qui est égal à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacun des commerciaux, hein. Bah, ça sera moins intéressant que, par exemple, ce que moi j'ai connu dans la presse, où pour écrire un article, réaliser un journal, bah, il faut des personnes qui écrivent, qu'on appelle des rédacteurs, il faut des personnes qui illustrent, qui s'appellent des maquettistes, et il faut des personnes qui agencent tout ça, qui s'appellent des secrétaires de rédaction. Bah, je peux vous assurer que chacun de ces personnes peut très bien, parfaitement travailler dans son coin, être individuellement performant et aboutir à un article qui est parfaitement inintéressant, parfaitement loupé, ou un numéro du journal qui est aussi parfaitement loupé. Pourquoi? Parce que la performance collective n'est pas une somme de performances individuelles. On le sait très bien dans les sports collectifs, hein, rares sont les sports collectifs où eh bien, il suffit d'avoir les meilleurs joueurs pour gagner. Euh, on a tous en tête des exemples d'équipes qui, a priori, avaient des joueurs moins forts que son adversaire et qui pourtant a gagné, ce qui montre bien que la performance collective n'est pas une somme de performances individuelles. Plus mon équipe va être frappée d'incertitudes, plus ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que plus il y a d'incertitudes, moins moi, manager, je vais avoir accès à l'information dont j'ai besoin pour décider. Et plus il y a de l'incertitude, plus je peux le faire le pari que mes collaborateurs vont être en contact avec des sous-environnements spécifiques qui va leur permettre d'accéder à des informations que moi, j'aurais pas directement et dont on aura besoin pour travailler en équipe.
c'est la même chose sur les changements, hein. Voilà, plus je suis obligé de changer fréquemment et de manière imprévisible. Vous voyez, si je suis dans une équipe et que je dois refaire le planning plusieurs fois par jour pour m'adapter à des incertitudes, hein, eh bien, l'auto-organisation, ça sera plus intéressant que si je peux faire une planification sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le cinquième critère, en fait, c'est un corollaire du troisième, hein, donc j'en ai déjà parlé. Voilà, si j'estime que mes collaborateurs ont accès à des informations dont j'ai besoin et que je ne possède pas pour piloter, organiser l'équipe, eh bien, l'auto-organisation, plus c'est le cas, plus ça sera intéressant. Plus mes collaborateurs vont aspirer à l'autonomie, à la prise d'initiative, plus ça sera intéressant, hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On sait, hein, quand on fait des études sociologiques, que globalement, on a des grandes tendances macro-sociologiques qui montrent que, toutes choses égales par ailleurs, nos sociétés, par rapport à des sociétés d'il y a plusieurs décennies, aspirent à davantage d'autonomie et de liberté et d'initiative individuelle. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi des personnes qui souhaitent continuer à venir au travail et à continuer à exécuter ce qu'on leur demande de faire. Et puis, il y a aussi l'environnement dans lequel je me trouve, même si on va voir qu'il faut prendre ce critère de manière très relative, et je vais y revenir dans quelques instants, mais c'est sûr que si je suis dans si mon équipe se loge au sein d'une organisation qui a une culture extrêmement centralisée et très hiérarchique, ça sera un petit peu plus difficile pour moi de développer, pas du tout impossible, hein, je vais y revenir, développer l'auto-organisation au sein de mon équipe que si je suis dans une organisation qui est déjà largement décentralisée, avec relativement peu de niveau hiérarchique. Ne serait-ce que parce que mon équipe bénéficiera de beaucoup plus d'autonomie, puisque qui dit auto-organisation dit que pour pouvoir s'auto-organiser, il faut que l'équipe ait un minimum d'autonomie, mais là aussi, je vais y revenir. Et pourquoi je reviens sur ce critère? Donc ici, en fait, bah, vous pouvez vous poser ces 7 questions, et si plus vous répondez oui à ces critères-là, plus l'auto-organisation sera intéressante pour vos équipes. Alors, il y a des organisations qui, dans leur globalité, ont cherché à remplacer les équipes hiérarchiques par des équipes auto-organisées, hein. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé d'entreprises libérées. Et d'ailleurs, dans l'entreprise libérée, on pouvait se poser la question de savoir si c'était des équipes auto-organisées ou plutôt des équipes autogérées. C'était pas très clair. Mais bon, vous avez les modèles agiles, hein, et notamment, vous avez un modèle qui est né chez Spotify qui s'appelle l'agilité à l'échelle, où on parle de squad, qui sont des équipes auto-organisées. Vous avez un modèle qui s'appelle l'holacratie ou la teal organization. Voilà, il y a beaucoup d'expérimentations dans le moment, d'entreprises ou d'organisations qui, euh, partout en leur sein, de manière globale, cherchent à remplacer les équipes hiérarchiques par des équipes auto-organisées. Bon, ces expériences sont intéressantes, hein, elles sont encore relativement limitées, mais c'est très intéressant de pouvoir les étudier, en tout cas au moins pour le sociologue que je suis. Mais moi, je me suis rendu compte aussi, chez la plupart de mes clients qui n'ont pas tenté ces aventures-là, que, on pouvait trouver des managers intéressés par l'auto-organisation, alors même que leur entreprise ou leur organisation, pour X raisons, eh bien, n'était pas encore prête à se lancer dans un nouveau modèle organisationnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, un manager pouvait, c'est pour ça que j'ai pris l'image de l'écologie, hein, au niveau de l'écologie, chacun d'entre nous peut adopter des gestes écologiques pour protéger l'environnement, sans pour autant attendre que nos gouvernants s'accordent sur des mesures globales pour sauver la planète. Puis alors, on est en train de le constater fortement par les temps qui courent.
Je me suis rendu compte qu'en fait, un manager, à condition que il passe une forme d'accord avec ses collaborateurs, hein. Ma conviction, c'est qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Il ne peut pas décréter l'auto-organisation. Il faut qu'il arrive à embarquer son équipe, mais qu'à partir du moment où c'est le cas, il peut développer l'auto-organisation de son équipe alors même que l'organisation de son entreprise reste, elle, parfaitement, pyramidale. Et c'est pour moi, et c'est en ce sens-là que j'ai développé une méthodologie que j'appelle le cercle vertueux de l'auto-organisation. Je vais vous présenter dans un instant. Euh, Vous allez voir, il y a plusieurs étapes et chaque équipe peut, en trouvant son propre chemin, sa propre voie, à sa propre vitesse, eh bien, en appliquant cette méthodologie, aller sur le chemin de l'auto-organisation. Pour moi, l'auto-organisation, c'est beaucoup plus un voyage qu'une destination. C'est beaucoup plus une intention que véritablement un résultat prédéfini à atteindre. Ça peut prendre plein de formes différentes et ça peut prendre des modalités extrêmement différentes, mais néanmoins, eh bien, chaque équipe peut progresser sur ce chemin-là, encore une fois, à condition que, à la fois que le manager accepte de se dessaisir d'une partie de son autorité, d'une part, et d'autre part que ses collaborateurs acceptent de le suivre. Donc, la méthodologie, hein, qui est au cœur de la formation que j'anime au sein de votre institution, elle comporte 5 temps. Alors, je ne vais pas vous décrire les 5, ou en tout cas, je vais le faire assez rapidement, hein, mais je vais essayer de vous en donner quelques petites indications. Vous voyez, le premier temps, c'est de faire rentrer le tout dans chacune des parties. Donc, c'est à l'image de l'ADN et du corps humain. Dans le corps humain, les parties, qui sont les cellules, sont à l'intérieur du tout qu'est le corps. Mais le tout, le corps, se trouve aussi à l'intérieur de chacune des cellules à travers l'ADN. Il y a une première différence entre une équipe hiérarchique et une équipe auto-organisée, c'est que dans une équipe hiérarchique, les parties sont à l'intérieur du tout, c'est-à-dire que les collaborateurs sont à l'intérieur de l'équipe, mais celui qui porte le tout, c'est le manager. Dans une équipe auto-organisée, on va chercher à faire en sorte que chacun des collaborateurs porte le même tout. Et donc, la première chose à faire, c'est le formaliser. Et donc, c'est formaliser ce qu'on appelle la vision de l'équipe, c'est-à-dire 3 choses: sa raison d'être, ses valeurs et ses règles de fonctionnement. Et s'assurer que ce tout est bien porté par chacun des coéquipiers. Et ce qui fait pour moi la différence entre un collègue et un coéquipier, c'est que un collègue, c'est quelqu'un avec lequel je travaille, un coéquipier, c'est quelqu'un qui s'est engagé à respecter les mêmes règles que moi. Donc, première chose, définir la vision de l'équipe à travers une raison d'être, des valeurs et des règles de fonctionnement, et s'assurer que cette vision, non seulement elle est formalisée, elle est partagée, mais elle est portée par chacun des membres de l'équipe. La deuxième chose, c'est que, évidemment, l'équipe, votre équipe, eh bien, elle interagit avec d'autres équipes. Et un des freins à son auto-organisation, pour qu'elle puisse s'auto-organiser, il faut qu'elle ait de l'autonomie sur son propre fonctionnement. Et si votre équipe dépend trop fortement d'autres équipes, eh bien, ça va être très difficile de s'auto-organiser parce que le degré d'autonomie de l'équipe va être relativement faible.
Vous voyez, si pour qu'on puisse prendre des décisions au sein de l'équipe, il faut pouvoir en rapporter à une tierce personne qui se situe ou des tierces personnes qui se situent dans d'autres équipes, eh bien, ça va, et que l'équipe est en fait complètement dépendante d'autres équipes, ça va être difficile de s'auto-organiser. Donc, l'idée, c'est de regarder avec quelle autre équipe on interagit, ce qu'on appelle les parties prenantes de l'équipe, et quel est le degré d'autonomie de l'équipe par rapport à ces parties prenantes. Le troisième niveau, c'est d'essayer de mettre l'équipe en mouvement. Une équipe qui s'auto-organise, c'est une équipe qui accepte de considérer que le changement est un processus permanent et continu. C'est une équipe qui accepte de mettre le sujet de l'organisation, de prendre le sujet de l'organisation de manière récurrente et à échéance régulière et de ne pas attendre d'avoir besoin de se réorganiser pour questionner son organisation. Si vous me permettez une petite métaphore, il y a la même différence entre une équipe hiérarchique et une équipe auto-organisée qu'entre un médecin allopathe et un acupuncteur. Le médecin allopathe, vous allez le voir quand vous êtes malade pour qu'il vous soigne. L'acupuncteur, vous allez le voir pour qu'il favorise la circulation d'énergie dans votre corps pour que vous évitiez de tomber malade. Hein. En Chine, un médecin qui a trop de malades est considéré comme un mauvais médecin parce qu'il n'a pas réussi à faire en sorte que ses patients ne tombent pas malades. Et bien, d'une certaine manière, dans une équipe auto-organisée, à chaque fois qu'on a besoin de se réorganiser, c'est qu'on a échoué. Et on va essayer en fait de faire de l'organisation un sujet permanent et continu en mettant en place notamment des rituels tous les trimestres, tous les semestres, où on va remettre euh, sur la table la question de l'organisation pour favoriser le mouvement, pour éviter les blocages et éviter d'avoir à se réorganiser. On va essayer, quatrième temps, d'optimiser le potentiel combinatoire de l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce gros mot? On va essayer d'appliquer un principe de la permaculture. Vous savez, en permaculture, et qui permet d'avoir de la résilience, on dit si vous organisez votre jardin par des principes de la permaculture, bah, vous avez un certain nombre de composants, par exemple une haie, hein, et chaque composant doit remplir plusieurs finalités. Par exemple, une haie, ça sert à protéger votre jardin du vent, mais ça sert aussi à nourrir la faune, etc., etc. Donc, chaque élément doit avoir plusieurs fonctions, et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Par exemple, la fonction de protéger du vent bah, doit être remplie par une haie, mais le problème, c'est que si la haie, eh ben, il lui arrive un problème parce que eh bien, elle attrape une maladie, ben, il faut que vous ayez un autre élément qui va remplir la même fonction, par exemple une palissade, pour que votre jardin il puisse continuer à être protégé du vent. Dans une équipe hiérarchique, on parle de fonction. Hein. Chaque personne tient une fonction et une seule, et on cherche à avoir la meilleure combinaison des fonctions par rapport à l'objectif qu'on suit. Dans une équipe auto-organisée, on va chercher à parler plutôt d'activité que de fonction, et on va chercher à avoir des activités qui sont remplies par plusieurs personnes et que chaque personne puisse remplir plusieurs activités. Dit autrement, on va chercher à développer la polyvalence et la polycompétence, de manière en fait à essayer d'avoir le plus grand nombre de combinaisons possibles. Si vous me permettez une métaphore sportive, on va essayer d'avoir non pas un système de jeu, et donc de jouer tout le temps de la même manière, mais d'avoir plusieurs systèmes de jeu et la capacité des joueurs à en changer par eux-mêmes sans que le coach leur dise quoi faire. Et puis la dernière étape qui est eh bien, l'étape ultime,
de l'auto-organisation, c'est de décider à parité, c'est-à-dire de prendre des décisions de manière collective. Et toutes les décisions qui vont avoir avec, non pas toutes les décisions d'équipe, hein, pas les décisions qui seront relatives à la définition des objectifs et l'allocation des ressources, mais les décisions qui auront à voir avec l'organisation, c'est-à-dire l'utilisation des ressources et l'affectation et l'organisation des activités. On a aujourd'hui des systèmes de prise de décision qui viennent par exemple de la sociocratie, ça existe depuis les années 70, prise de décision qui s'appelle par objection ou par consentement, qui permet à un collectif de décider à parité. Et décider à parité, c'est pas faire du management participatif, hein. C'est bien de faire du management participatif, mais dans le management participatif, le manager, bah, il interroge ses collaborateurs, mais in fine, c'est lui qui prend la décision, hein. Là, l'idée, c'est que sur un certain nombre de décisions, le manager, eh bien, il soit au même niveau que l'ensemble de ses collaborateurs et qu'il ait aussi son mot à dire, mais pas plus, pas moins que les autres. Voilà, donc, et vous voyez qu'en fait, il s'agit d'un cercle et non d'un processus, puisque une fois qu'on arrive à la cinquième étape, on reboucle avec la première. Dans la logique d'ailleurs dite de l'agilité, c'est des processus incrémentaux et itératifs qui fait que on peut aller, c'est toujours, c'est d'une certaine manière en fait un voyage qui ne s'arrête jamais parce qu'on peut toujours aller plus loin dans l'auto-organisation. Mais on peut aussi décider, et c'était tout l'idée de ce slide-là, de s'arrêter à la deuxième étape, hein, ou à la troisième, ou à la quatrième, ou au contraire d'aller jusqu'à la cinquième et de revenir à la première et de l'intégrer dans son mode de fonctionnement. Et donc, c'est en ce sens-là où, en fait, de mon point de vue, et puis bon, mon expérience de tous les jours chez mes clients me le prouve par des résultats concrets, que chaque équipe, à partir du moment où il y a un deal entre le manager et ses collaborateurs, même si le reste de l'organisation reste parfaitement pyramidal, peut, à son niveau, avancer sur le chemin de l'auto-organisation. Alors, formation, l'idée, c'est de transférer une méthodologie à des managers, hein, euh, pour qu'ils puissent l'utiliser, cette méthodologie, avec leur équipe. Mais en même temps, pour leur transférer, l'idée, c'est que plutôt que de faire des jeux de rôle ou des études de cas, qu'on puisse utiliser leur, euh, leur, euh, leur vraie réalité. Donc l'idée, c'est de leur transférer la méthodologie et qu'ils puissent l'appliquer à leur propre équipe. Mais c'est juste pour leur donner un temps d'avance. Parce qu'une fois qu'ils seront rentrés dans leur pénate, après la formation, évidemment, il faudra qu'ils recommencent le travail avec leurs collaborateurs. Ça n'aurait aucun sens que le manager décrète l'auto-organisation et cherche tout seul à transformer son équipe en équipe auto-organisée sans ses collaborateurs. Mais en même temps, il faut qu'il maîtrise cette méthodologie. Et pour maîtriser cette méthodologie, de mon point de vue, il n'y a rien de mieux qu'il commence à blanc, si je peux m'exprimer ainsi, à l'utiliser sur sa propre équipe, ce qui va lui donner après un temps d'avance quand il va appliquer la méthodologie pour de vrai avec ses collaborateurs. Donc en fait, dans la formation, on a enfin, 6 temps parce qu'il y a une petite introduction, mais après l'introduction sur qu'est-ce que l'auto-organisation, pourquoi c'est intéressant, etc. Tout ce que je vous ai un petit peu présenté là en introduction. Et est-ce que l'auto-organisation est plus ou moins adaptée à mon équipe? Ça, c'est un premier temps. Et après, il y a 5 autres temps qui correspondent à chacune des étapes du cercle de l'auto-organisation. Et chacun de ces 5 temps, il y a 4 séquences pédagogiques. Je transfère la méthodologie. Chaque participant applique la méthodologie à sa propre équipe. Vous voyez, par exemple, premier temps, on doit définir la vision de l'équipe en définissant la raison d'être, les valeurs et les règles de fonctionnement de l'équipe. Bah,
quand on est dans la formation, chaque manager va réfléchir sur quelle peut être la raison d'être de son équipe, quelles pourraient être les valeurs et les règles de fonctionnement. Après, il va travailler en binôme avec un de ses collègues dans une logique de co-coaching, c'est-à-dire qu'il va présenter son travail à un collègue qui va le challenger, et puis une fois qu'on aura terminé, eh bien, c'est l'inverse, c'est le collègue qui va lui présenter son travail et ils vont se challenger. Et puis après, on débriefe en séance plénière euh, euh, de chaque binôme doit identifier un conseil que il a. Imaginons qu'on soit 8 dans la formation, même 12. On peut être entre 8 et 12. Bon, si on est 8, bah, ça fait 4 binômes. Bah, chaque binôme définit un conseil qu'il a envie de donner aux trois autres sur la manière dont il a utilisé la méthodologie en situation, fait part aussi d'une difficulté qu'il a rencontrée, hein, et éventuellement expose la solution qu'il a trouvée pour la dépasser, ou sinon il demande de l'aide à l'ensemble du groupe et aux formateurs que je suis, de manière en fait à s'enrichir les uns des autres des expériences de chacun. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce début d'après-midi. Je suis maintenant prêt à répondre aux questions s'il y en a. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps de présentation. Effectivement, donc, une approche, en tout cas, une présentation finalement de cette approche de l'autonomie, un parallèle avec le vivant et une clarification des concepts qui nous semblaient importantes à mettre en place et en tout cas pour laquelle le N3S a souhaité proposer cela à travers son catalogue. Donc, vous retrouverez le lien à la fois dans le support de présentation qui vous sera transmis et puis également sur notre site internet. Euh, on a parlé des conditions de réussite du stage entre le avant, le après, la question de méthodologie de la formation et le temps de finir d'amorcer, puisqu'il y a déjà deux questions dans le fil de discussion pour lequel nous allons avoir le temps de pouvoir les prendre et de pouvoir y traiter. Peut-être une troisième question, on a parlé d'équipe. À quel type d'équipe cela peut-il s'appliquer équipe, une unité, une équipe projet, un codir? Voilà, peut-être le temps de finir et d'apporter encore d'autres questions dans le fil de discussion. Alors, ça peut s'appliquer à tout type d'équipe, hein. Ça peut être une équipe projet, ça peut être un codir, ça peut être ça peut s'appliquer quel que soit le niveau hiérarchique, hein, mais quand on est dans une logique hiérarchique, il faut que ça soit le N et c'est N-1. C'est pas le N, N-1, N-2. Voilà, donc euh, on pourrait réfléchir à qu'est-ce que veut dire une équipe qui comprend plusieurs niveaux hiérarchiques. Mais en tout cas, là, moi, la méthodologie que j'ai développée, là où elle s'applique le mieux, c'est quand je suis une équipe hiérarchique. Donc, si c'est une équipe de direction, avec le directeur et ses N-1. Si c'est un service, bah, le responsable de service avec ses N-1, hein, pour transformer cette équipe hiérarchique en équipe auto-organisée. Mais peu importe le niveau hiérarchique et peu importe si les collaborateurs sont eux-mêmes managers ou pas. C'est-à-dire que on peut très bien travailler sur des équipes opérationnelles, c'est-à-dire avoir un manager de proximité qui manage des non-managers, ou bien une équipe de management d'encadrement intermédiaire avec un manager de manager qui manage lui-même d'autres managers. Mm. Ce qu'on sait aussi là-dessus, ce qu'on sait aussi là-dessus, c'est que dans les équipes auto-organisées, la taille compte. Donc, et on voit d'ailleurs les entreprises ou les institutions qui cherchent à généraliser ce modèle-là cherchent à avoir des équipes entre 6 et 8 personnes. Voilà, on sait que la taille optimale pour l'auto-organisation, c'est qu'a priori, il ne faut pas être trop peu nombreux.
Parce que si on est une équipe de 3, par exemple, bah, l'auto-organisation, ça va pas franchement ou forcément être très intéressant, hein. Mais il faut pas non plus être 25, parce que là, ça va être franchement compliqué. Vous voyez, Spotify, de modèle de l'agilité à l'échelle, dans lequel on parle de squad. Euh, Ça a été développé chez Spotify, hein, la plateforme de streaming. Bon, bah, eux, ils disent qu'une équipe auto-organisée, il faut que ça soit autour de 8 personnes. Chez Google, par exemple, qui a aussi beaucoup développé l'auto-organisation dans ses équipes, c'est 6 personnes. On trouve, voilà, souvent ce nombre de membres de l'équipe. Euh, du coup, si je prends, je vais prendre dans l'ordre finalement d'apparition des questions. Une question, peut-on trop responsabiliser une équipe? Y a-t-il un trop d'autonomie? Bah oui, je pense que d'abord, encore une fois, hein, l'auto-organisation, ça ne sera pas adapté forcément à toute l'équipe, hein. Je vais essayer de vous en donner des critères. Encore une fois, il y a des personnes qui ne cherchent pas d'abord et avant tout l'autonomie au travail, même si d'un point de vue macro-sociologique, on voit qu'il y a plutôt une tendance de fond à revendiquer davantage d'autonomie. Puis plus ça avance, plus c'est vrai, en particulier chez les jeunes générations. En revanche, moi, c'est pour ça que je fais une distinction entre l'auto-organisation et l'autogestion. C'est que pourquoi je fais cette distinction-là? C'est que après, on peut le regretter, hein, et on peut trouver que l'autogestion c'est une belle idée, sauf que de manière concrète et pragmatique, bah, moi je connais très peu d'expériences d'auto-gestion réussies, sauf quand on a des statuts très particuliers, hein, comme des scopes. Voilà. Bon, moi je connais par exemple, parce que j'adore y aller dîner, un restaurant à Paris dans le 13e qui fonctionne en autogestion. Bon, bah, il a des statuts adaptés Hmm. qui est une scope, voilà. Et bon, et à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Quand c'est pas le cas, et qu'il y a notamment bah, des liens de subordination, etc., etc., bah, on se rend compte que en fait, l'autogestion, bah, par exemple, l'autogestion dans des entreprises, c'est quand même relativement rare. Voilà. Et donc, c'est pour ça, moi, que je fais une distinction entre l'autogestion et l'auto-organisation. Donc, oui, je pense que dans un certain nombre de cas, une équipe pourrait avoir trop d'autonomie quand on déborde sur l'auto-organisation vers l'autogestion. Et d'ailleurs, on le voit parfois dans des situations où, d'une certaine manière, le manager a un petit peu baissé les bras et d'une certaine manière, alors parfois malgré lui, hein, finalement, n'arrive plus à utiliser son autorité pour véritablement décider des choses au sein de son équipe. Et on se rend compte que finalement, eh bien, l'équipe finit par définir par elle-même ses propres objectifs, ses propres objectifs. Ça arrive parfois. C'est pas forcément prévu par le système, euh, mais, euh, mais ça arrive. Si je reprends par exemple mon point de départ, euh, je vous ai dit que je dirigeais mon groupe de presse et la première équipe à laquelle je me suis intéressé, où j'ai essayé de mettre en place ce système, c'est une équipe, c'est une rédaction. Ils étaient 6 et c'est une rédaction dans laquelle bon, c'était un journal qui se vendait par abonnement et donc je voyais que depuis 5 ans, le taux de réabonnement ne cessait de diminuer. Et je voyais aussi, quand je lisais les enquêtes de lectorat, que pourquoi les gens se désabonnaient, parce qu'ils trouvaient que les sujets traités étaient de moins en moins en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins. Et pourquoi?
Parce que je me suis rendu compte que dans cette rédaction, eh bien, les sujets qui étaient traités, ils n'étaient pas traités d'abord et avant tout pour répondre aux besoins des abonnés, mais pour répondre aux envies des rédacteurs. Et que le rédacteur en chef n'arrivait plus à faire en sorte que les intérêts de ses collaborateurs sur les sujets à traiter, qui ne correspondaient pas aux attentes des abonnés, bah, que ces intérêts ne prennent pas le pas sur les attentes des abonnés. Et il n'arrivait plus à faire en sorte de gérer ça. Bon, bah voilà, pour moi, c'était un cas où l'autonomie de l'équipe était devenue trop importante et d'une certaine manière, l'auto-organisation a permis de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, ou au moins de donner des règles euh, sur quoi l'équipe avait de l'autonomie et comment elle pouvait l'utiliser. Merci. Du coup, une autre question qui vient plus sur la place du manager dans l'auto-organisation, un peu plus en termes de reporting, de supervision. Quelle Donc, serait la place? la place du manager, c'est que d'abord, si vous développez une équipe auto-organisée alors même que le reste de l'organisation reste pyramidal, le manager, c'est celui à qui on va continuer à demander des comptes. C'est au bout du bout quand même lui qui va porter la responsabilité de la performance de l'équipe, ce qui n'est pas le cas dans les systèmes complètement auto-organisés. Puisque dans les systèmes complètement auto-organisés, en fait, la responsabilité de la performance collective est mutuellement portée par les coéquipiers. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, le manager, il peut pas se dessaisir de toute son autorité. Et que dans une équipe auto-organisée, il garde toute sa place. Là où il doit basculer sur une autre posture que les anglo-saxons appellent le servant leadership, c'est que pour toutes les questions d'organisation, il doit accepter de se mettre à parité et donc de pas plus et pas moins décider que CN-1, ce qu'il ne fait pas dans une équipe hiérarchique, mais il doit aussi favoriser ce bon fonctionnement au sein de son équipe. Et à ce compte-là, et c'est pour ça que moi, d'abord et avant tout, je lui transfère à lui la méthodologie. Je peux aussi travailler dans ce qu'on appelle une équipe naturelle, hein, avec le manager et ses collaborateurs de manière directe, mais j'aime bien aussi faire des formations comme celles qu'on a chez vous et m'adresser aux managers parce que, en fait, pour développer l'auto-organisation, il va falloir qu'il devienne le coach de son équipe, hein. Et que c'est lui qui maîtrise cette méthodologie, c'est lui qui propose ça à son équipe. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que si le manager, il n'a pas envie d'aller vers l'auto-organisation et s'il n'en comprend pas les bénéfices qu'il pourra en tirer, bah, ça ne fonctionnera pas. Puisque si le système reste pyramidal par ailleurs, rien ne l'y oblige à aller vers l'auto-organisation. Mais donc, à partir du moment où il accepte ça et où il voit les bénéfices qu'il peut en tirer, il voit les bénéfices que l'équipe peut en tirer, mais aussi les bénéfices qu'il peut en tirer à titre individuel, eh bien, pour favoriser ça, en fait, il doit se mettre dans une posture de coach et de facilitateur pour faire en sorte que son équipe avance et progresse sur le chemin de l'auto-organisation. Du coup, Ça pour enchaîner, n'empêchera pas, par exemple, excusez-moi, ça n'empêchera pas de continuer à conduire les entretiens annuels, fixer des objectifs. Il serait bien qu'il fixe plus d'objectifs collectifs que d'objectifs individuels, hein. Ça, c'est des sujets que j'aborde dans la... Mais ça n'empêchera pas de le faire et il restera avec son autorité hiérarchique, voilà, sur un certain nombre de sujets pour lesquels ça ne changera rien. Là, on est en train de parler de l'organisation de l'équipe, pas
de l'ensemble de la vie et du management de l'équipe. Et du coup, c'est ce qui faisait le lien, et c'est pour ça que j'interagissais avec la question suivante, qui finalement, dans cette question de l'auto-organisation, comment rendre compatibles les décisions de cette auto-organisation avec l'organisation de l'organisme, du coup, et c'est un peu ce que justement vous étiez en train de, ce sur quoi vous étiez en train de mettre le point, avec les deux qui sont en perpétuelle interaction. C'est là où il y a mon septième critère, hein, qui est, je le constate bien, plus je suis dans des univers qui sont centralisés avec une culture hiérarchique forte, plus ça va être difficile pour un manager et son équipe à leur niveau de développer de l'auto-organisation. Bon, ça, c'est incontestable. Voilà. C'est sûr que si vous avez un directeur d'organisme qui dit, allez, moi, j'incite mes équipes à s'auto-organiser, bah, ça sera plus facile que si c'est un manager à son niveau qui dit, ah bah tiens, moi j'aimerais bien tenter l'aventure à mon niveau. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que, alors je peux pas vous dire qui et où, parce que je suis soumis à la confidentialité de mes clients, mais les expériences les plus réussies sont des expériences dans des univers qui sont jugés souvent et qui sont qualifiés de bureaucratiques. Et où j'ai vu des managers qui disaient, ah oui, mais moi, bah, j'ai quand même envie, moi, ça fait partie de mes convictions et je voudrais développer l'auto-organisation à mon niveau. Puis qu'il fait avec ses collaborateurs. Et puis, ses collaborateurs, ils sont au restaurant d'entreprise, puis ils parlent avec un certain nombre d'autres collègues, d'autres équipes, et puis ils leur racontent ce qu'ils font, et puis les autres collègues, ah bah tiens, et puis sinon on faisait ça. Et j'ai des cas où il y a eu des modifications spectaculaires d'organisation parce que les équipes auto-organisées se sont diffusées par capillarité et par infusion complètement par le bas. D'accord. Donc on n'a pas forcément besoin du go, du grand chef en haut de la pyramide pour se lancer dans l'auto-organisation. Bon. Mais il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. C'est euh, le contexte dans lequel on le fait est plus ou moins favorable à l'auto-organisation de l'équipe. Mais c'est aussi pour ça que pour moi, c'est absolument pas. J'ai développé ces 5 étapes et ce cercle parce que si vous regardez bien, il y a plein d'étapes que toute équipe peut faire. Vous voyez, une équipe qui définit sa vie, sa raison d'être, ses valeurs et se dote de règles de fonctionnement, d'accord? Bah, toute équipe peut faire ça. Une équipe qui s'interroge sur en quoi elle dépend des autres équipes et comment elle pourrait augmenter son degré d'autonomie, bah, c'est voilà. Une équipe qui se dit je vais essayer de mettre le sujet de l'organisation sur la table de manière fréquente avant d'avoir besoin de me réorganiser. Une équipe qui se dit je vais arrêter d'être dans une logique, une fonction, une personne, mais je vais plutôt réfléchir sur quelles sont les activités qui structurent l'équipe et d'essayer de regarder comment je peux optimiser le nombre de combinaisons autour de ça. Est-ce que toute équipe ne peut pas faire ça? Oui, alors après, il y a peut-être que le dernier temps qui est la prise de décision à parité, où dans des univers très hiérarchiques, eh bien, un manager pourrait se voir reprocher par son N+1 ou son N+2 de ne pas avoir pris la décision lui-même, mais de l'avoir partagée avec son équipe. Mais pour le reste, en fait, je pense que même si vous êtes dans des univers qui restent hiérarchiques, ça ne vous empêche pas d'avancer et même d'un petit pas. Voilà. Et on ne sait pas ce que ça va produire, hein. Vous savez, c'est l'histoire du monde complexe dans lequel on est et de la théorie du chaos avec le battement d'aile d'un papillon à un bout de la planète qui déclenche
des phénomènes météorologiques extrêmement conséquents à l'autre. Voilà. Une, une toute petite chose, une toute petite cause peut produire, par des enchaînements causaux extrêmement complexes, des grands effets. Donc, moi, c'est ce que je dis, le plus important, c'est qu'un manager ait envie d'aller se lancer dans. C'est sûr que s'il n'a pas envie, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est une condition nécessaire. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et s'il a envie, s'il arrive à embarquer s'il arrive pas à embarquer son équipe, ça fonctionnera pas non plus. Mais s'il arrive à embarquer son équipe, bah, ils pourront aller jusqu'où bah, ils ont envie d'aller. Et puis, s'ils ont fait simplement qu'une étape, bah, ça sera mieux que rien. Du coup, et alors je vois le temps qui file et je me dis que, alors peut-être quelques éléments sur les deux dernières questions, puisqu'on a abordé tout ce qui est interaction, équipe, organisation, mais vous avez un petit peu abordé s'il arrive à embarquer son équipe. La question qui se pose maintenant, ou en tout cas qu'on retrouve à travers les deux prochaines questions, c'est, et au sein de l'équipe, comment on peut faire avec des équipes hétérogènes, notamment sur les souhaits d'autonomie des différentes personnes, ou voire même des équipes qui ont une culture managériale, hiérarchique très ancrée. Voilà, donc peut-être quelques petites pistes très rapidement sur la minute qui reste avant de conclure. Ouais, souvent, quand je suis dans cette situation-là, j'applique une méthode qu'on connaît bien dans le management du changement qui s'appelle les quick wins, les petites victoires rapides. D'accord? Quand j'ai un manager qui n'arrive pas à convaincre son équipe, je lui dis bah, proposez-leur juste d'essayer un petit truc. Voilà. Et puis, regardez-leur, une fois que vous avez essayé, d'accord, demandez-leur qu'est-ce qu'ils en ont pensé et qu'est-ce que ça a produit. Et notamment quand vous avez des équipes qui sont divisées, avec des collaborateurs qui sont partants et d'autres qui ne le sont pas, d'accord, eh bien, souvent, hein, ça, le fait de produire des premiers petits résultats visibles, ça permet d'embarquer ceux qui étaient récalcitrants au départ. C'est juste de l'accompagnement du changement, hein, voilà. Mais pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors après, si je suis dans un cas où, par exemple, je suis nommé à la tête d'une équipe et je remplace un manager qui était hyper hiérarchique, qui a complètement infantilisé ses collaborateurs et que donc mes collaborateurs sont en attente forte que je leur dise exactement très précisément quoi faire, etc., bah, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué pour moi d'amener mon équipe à être partant sur ce sujet-là que s'ils aspirent d'eux-mêmes à l'initiative et l'autonomie. C'est pour ça que là aussi, dans un des 7 critères, j'ai mis les aspirations de mes collaborateurs à l'autonomie et à la prise d'initiative. Plus ils vont aspirer naturellement à l'autonomie et à la prise d'initiative, plus ça va être intéressant et facile pour moi. Bien, eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour pour ce temps de partage. J'ai remis donc à l'écran les différents liens. Vous les retrouverez dans le support qui vous sera envoyé en même temps que le petit questionnaire de satisfaction à l'issue de l'intervention. Merci à la centaine de participants qui ont suivi ce webinaire en direct avec nous. Et bah, écoutez, au plaisir en tout cas de pouvoir vous retrouver ou de répondre à vos éventuelles questions si jamais vous en avez. Et vous pourrez également retrouver le replay de ce webinaire sur notre site internet. Voilà pour moi. Un grand remerciement à vous, Éric Delavallée, pour ce temps et ce temps de présentation. Et puis à bientôt sur nos lignes. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci.